Étranger. Ici tu seras bien si tu y restes. Ici, le souverain bien est le plaisir. Inscription que l'on pouvait lire à Athènes, à l'entrée du jardin d'Épicure. Bienvenue dans le jardin, cet espace ouvert et accueillant où l'on aime à se retrouver entre amis. Le jardin est un podcast qui explore la création littéraire en s'intéressant d'abord et avant tout au quotidien, à la pratique, à la vie des autrices et des auteurs. Vous êtes prêts ? Donnons tout de suite la parole à notre invité. Don't waste anybody's time. Tell your deathbed story. Tell the secret. Give yourself permission to do it badly, and then you can go back. Ne gaspillez pas le temps des autres. Racontez l'histoire comme si vous étiez sur votre lit de mort. Dévoilez le secret et vous avez la permission. Donnez-vous la permission de le faire mal et vous pourrez revenir en arrière plus tard. Et donc moi, c'est juste ça. La permission d'écrire de la merde. C'est ce que je veux dire par là. Bonjour Antonia Crane. Bonjour. Je suis très content de vous rencontrer dans le cadre du Festival America à Vincennes. It's beautiful here today. I will introduce you very briefly for our listeners. Fantastic. Vous êtes écrivaine, vous êtes danseuse, vous êtes coach littéraire, vous êtes stripteaseuse, c'est plus original, vous êtes travailleuse du sexe. J'insiste sur ce dernier rôle, parce que je sais que ce mot, travailleuse du sexe, est important pour vous. C'est important parce que vous voulez qu'il soit reconnu, entendu, écrit. Alors oui, je vais le dire plusieurs fois au cours de cette interview. Et nous nous rencontrons bien sûr parce que vous avez écrit un livre, un mémoire, vos mémoires. Et c'est intéressant aussi parce que ce n'est pas une autobiographie, c'est précisément un mémoire. Un mémoire qui met plus en avant les sentiments, qui se focalise sur la première partie de votre vie, sur une partie bien déterminée, et qui insiste sur les émotions. Un mémoire qui vous permet aussi de transmettre un message à vos lecteurs. It is. That's interesting. You're distinguishing between autobiography and memoir. I think in America they're one and the same. I think an autobiography, when I think of someone else writing it about a person. C'est intéressant. Vous faites la distinction entre autobiographie et mémoire. Je pense qu'en Amérique, on considère que c'est la même chose. Dans la biographie, quand j'y réfléchis, j'imagine quelqu'un qui écrit sur une autre personne. Mais lorsque nous écrivons nous-mêmes sur notre propre vie, je pense aussi qu'il est quasi impossible d'écrire vraiment ses mémoires, parce que nos vies changent constamment et que notre perspective change toujours. Alors quand j'enseigne sur l'écriture des mémoires, j'ai enseigné à UCLA dans le programme d'écriture pendant 7 ans et demi, et maintenant je suis dans un programme de doctorat en écriture, mais j'ai donné des cours pendant longtemps, notamment à des adolescents incarcérés et à des jeunes en difficulté. Et je leur dis toujours qu'il est impossible d'écrire des mémoires, parce qu'aujourd'hui, vous êtes différent de ce que vous étiez hier, vous êtes différent de ce que vous étiez il y a 5 ans, et vous serez différent dans 2 ans. Comment vous représentez-vous quelque chose qui s'est passé il y a 7 ans dans votre vie ? Donc, c'est en quelque sorte impossible. Mais devinez quoi ? Les gens font des choses impossibles tous les jours. Alors, on va juste essayer. Nous allons faire quelque chose d'impossible. Alors, on va juste essayer. Le mot « essayer » signifie bien « essayer »,« tenter ». Je vois donc mes mémoires comme une tentative. Un essai pour livrer la vérité de nos vies, de ma vie. C'est donc ce que sont mes mémoires. Une tentative. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui... Alors peut-être vous pourriez écrire plusieurs mémoires différents, c'est ça, avec des angles différents. My memoir spent was a specific container of time. And so I could have written like 5 other memoirs about totally different times in my life. Because I'm older than I look. Oui, mon livre Spent est une capsule temporelle spécifique. J'aurais pu écrire 5 autres mémoires sur des périodes totalement différentes de ma vie, quand je suis plus âgée que j'en ai l'air. Donc, j'ai vécu plusieurs vies. Une chose que vous avez dite hier, parce que j'ai assisté à Vincennes à l'un de vos débats pendant le festival, c'est qu'il n'y a rien de facile dans l'écriture. J'ai bien aimé cette formule, rien de facile dans l'écriture. Est-ce que vous pourriez développer, s'il vous plaît? Yeah, well, I mean, work is difficult. Running is difficult. Going to the gym is difficult. Anything worthwhile is difficult. Oui, vous savez, travailler c'est difficile, courir c'est difficile, aller à la gym c'est difficile. Tout ce qui vaut la peine d'être vécu est difficile. Toute forme d'art est difficile. Et je pense que quand j'écris, j'ai besoin de sentir que c'est quelque chose à m'apporter. Je suis une autrice qui coupe du bois et porte de l'eau. Ça veut dire qu'en me brossant les dents, j'écris.
J'écris comme je coupe du bois. Je transporte de l'eau. Je chauffe de l'eau. Je fais du café. Je me rase. J'écris pour pouvoir courir. J'écris pour pouvoir continuer ma journée. Et j'ai besoin que ce soit comme une chose quotidienne. Même si ce n'est qu'un paragraphe, j'ai besoin que ce soit accessible à ma portée. Sinon, ça devient très lourd. Comme lorsque vous ne passez pas un coup de fil que vous deviez passer. Mais vous n'avez pas téléphoné. Et un jour passe, puis une semaine, puis 6 mois. Et bientôt, le téléphone devient si lourd, aussi lourd qu'une voiture, si lourd que vous ne pouvez plus passer l'appel. L'écriture, j'ai besoin qu'elle soit là chaque jour. J'ai besoin de tomber dans ses bras de l'écriture, dans les bras de l'écriture, même si c'est à l'heure du coucher. Et parfois, je réalise, je n'ai pas écrit. Alors, ok, je vais me jeter dans les bras de l'écriture et écrire quelques phrases. Maintenant, pendant le festival, je vis un vrai marathon. Donc, je n'ai pas écrit, mais j'y pense. Je pense à l'écriture. Et je sais que je suis prête à écrire quelques phrases aujourd'hui. Et je vais m'engager à le faire. Il faut s'engager à le faire tous les jours. Comme un mariage. Un mariage, c'est tomber amoureux tous les jours. Écrire, c'est aussi tomber amoureux tous les jours. Quand vous écrivez, est-ce que vous avez besoin d'une routine ? Par exemple, est-ce que vous avez un endroit de prédilection ou autre chose ? Je suis très routinière. Ah oui, je pense que c'est important, la routine pour une écrivaine. I think that some people, when they think about me, the thing they commented on is, oh, you have this wild life, or you have this adventurous life. Je pense que certaines personnes, quand elles pensent à moi, se disent « Oh, tu as cette vie de dingue, tu as cette vie aventureuse. » Mais en vérité, je suis une personne assez ennuyeuse et très routinière. J'ai un certain rituel et une certaine routine que j'aime vraiment et dont j'ai besoin. Et cela implique de faire de l'exercice, de courir, de se connecter à la nature, de faire simplement des exercices pour bouger mes hanches. Je suis danseuse depuis 29 ans, donc mes muscles se raidissent. Alors j'ai besoin de faire mes exercices, à faire bouger mon corps pour pouvoir penser, métaboliser ce à quoi je pense. Et puis j'ai besoin de courir. J'ai besoin de courir pour créer un espace, pour m'aider à métaboliser les choses auxquelles je pense. Et peu importe si j'écoute un podcast sur l'écriture ou sur autre chose, la politique, la musique... Je suis toujours en train d'écrire dans ma tête. Je suis toujours en train de travailler sur la chose. Je travaille sur le problème, sans en être totalement consciente. Et cela fait partie de ma routine d'écriture. J'aime beaucoup cette routine parce que, vous savez, il y a un cliché français sur la France, on va dire, du XXe siècle et ses grands écrivains. Et leur routine consistait essentiellement à fumer des cigarettes et à boire du café. C'était à peu près leur seul exercice. Yeah, well, I'm a dancer. Je pense que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'écrivains plus contemporains disent qu'ils ont besoin de marcher ou qu'ils pensent mieux en marchant. Mais vous courez, vous allez encore plus vite. Il y a une célèbre citation de Nietzsche qui dit « Demeure le moins possible assis, ne prêtez aucune foi à aucune pensée qui n'ait été au grand air. Dans le libre mouvement du corps, à aucune idée où les muscles n'aient été aussi de la fête. » C'est bien vous, ça. I've been a dancer since I was 3. Downhill snow skiing, 3. Je suis danseuse depuis l'âge de 3 ans. Le ski alpin, 3 ans aussi. Donc mon corps et le mouvement et la pensée, et le fait d'être incarné et de rester dans mon corps et d'avoir besoin de bouger pour penser fait partie intégrante de mon éducation. Cela fait partie de ma vie. Je n'y peux rien. Alors je me sens très déprimée quand je ne cours pas pendant une journée. Mais vous savez quoi ? C'est aussi bon pour mon écriture, cette sensation de déprime. Parfois, c'est bon de faire une pause, de prendre un jour de congé, même si je déteste les jours de repos. Allez, c'est bon. Si je me sens un peu faible, je peux utiliser cet état dans mon écriture. Mais cela vous ouvre peut-être vers une autre énergie. To have like a change in one's routine and one's visual stimulus, I think that's really important too. Ah, c'est une énergie différente, oui. La nouveauté est vraiment importante pour un écrivain, comme par exemple un léger changement dans sa routine et son stimulus visuel. Je pense que c'est vraiment important. Mais nous parlions de la course à pied. J'ai commencé à courir en 2004. Depuis, je cours presque tous les jours. Et la raison pour laquelle j'ai commencé en 2004, c'est parce qu'on a diagnostiqué à ma mère un cancer très rare. Un cancer qui l'a frappée comme frappe la foudre. Un cancer vraiment très rare. Elle a été frappée par le cancer, elle a été en rémission 2 ou 3 fois. Ça partait, ça revenait, ça disparaissait, ça revenait. J'étais tellement en colère, je me sentais tellement impuissante. Je ne savais pas comment réagir, comment faire avec ces sentiments. Au même moment, j'étais employée de bureau. J'ai occupé ce travail de bureau pendant 2 ans et demi. Et je ne faisais qu'écrire. Et c'est comme cela que je suis entrée dans mon programme de maîtrise. C'est grâce à ce travail de bureau.
Je travaillais dans un cabinet d'avocats spécialisé dans l'industrie du divertissement, alors même que le procès de Michael Jackson pour pédophilie s'est déroulé dans le même bâtiment. Ah oui, vous étiez au cœur des événements. J'ai travaillé donc dans ce célèbre cabinet d'avocats spécialisé dans l'industrie du divertissement. J'étais réceptionniste, j'écrivais de la fiction et ma mère a eu un cancer. J'étais tellement en colère, mais tellement arrangée. Courir est la seule chose qui m'a aidée, parce que je me sentais prête à déraper. J'avais vraiment l'impression de ne plus rien contrôler. Je pense que cela correspond à ce que les gens ont ressenti pendant la pandémie. Avant, pendant et après la pandémie, des sentiments comme la rage, la perte, la séparation et l'isolement. J'ai couru tous les jours pendant la pandémie, et ça aide. Ça aide à métaboliser la rage insondable, la perte insondable et le sentiment d'impuissance. Et ça m'aide aussi à le traiter et à être capable d'écrire. La course est donc très présente dans une partie de mes écrits. Oui, on voit que c'est quelque chose vraiment qui compte pour vous. Ah oui, c'est une chose très importante, un peu comme boire un café. Vous venez de me dire que vous avez commencé à danser à l'âge de 3 ans. Oui, je commençais à danser à l'âge de 3 ans. Mais alors, à quel moment avez-vous commencé à écrire? I started writing, I remember I went to private Catholic school for the first 7 years of my Quand life. est-ce que je commençais à écrire? Je me souviens que j'ai fréquenté une école privée catholique pendant les 7 premières années de ma vie. 7 grade, comme on dit aux États-Unis, l'école primaire. Alors que j'étais en 3e année, et je pense que j'étais l'une des plus jeunes de ma classe, j'avais genre 8 ans ou 9 ans, nous devions rédiger une liste de ce que nous voudrions devenir plus tard, quand nous serions grands. Mon numéro 1 était danseuse. Mon numéro 2 était chanteuse. Mon numéro 3 était écrivaine. Je n'arrivais pas à me décider. Finalement, j'étais danseuse toute ma vie, chanteuse toute ma vie, et maintenant écrivaine. Écrire venait en 3e position. Je pense qu'une partie de moi, quand j'avais 9 ans, savait que cela semblait impossible et difficile. Et c'est effectivement impossible et difficile. Alors j'ai commencé à écrire des poèmes et à essayer. J'ai toujours tenu un journal intime. J'ai tellement de pages et des pages de mes journaux intimes. J'écrivais juste des pensées, des couleurs, des noms que j'aimais, ce que j'appelle mes lueurs. Des choses qui ont une vibration, que vous remarquez, qui ont une résonance dans votre journée, dans votre conscience. Et je crois aussi à ce que j'appelle l'intelligence spatiale. Un danseur, je pense, marche dans le monde différemment. Un danseur, tout comme une personne asthmatique qui lutte avec son souffle, traverse le monde différemment. Ou une personne diabétique traverse le monde différemment. Ou les personnes dites neurodivergentes ou neuroatypiques traversent le monde différemment. Je pense que les danseurs traversent le monde différemment. Et j'appelle cela une sorte d'intelligence spatiale. Non pas que je sois meilleure que quiconque, mais c'est simplement que je pense comme une danseuse. Vous aviez accumulé beaucoup de matériel dans ces pages de journaux intimes. Lorsque vous avez finalement décidé d'écrire vos mémoires, de publier un livre et de le faire lire à un large public, est-ce que vous avez cherché à puiser dans ce matériel accumulé au fil des ans, ou est-ce que vous êtes parti from scratch, de zéro? I did everything wrong. I made every mistake. I never intended to write a memoir. I was in master's program for fiction, which is making. J'ai tout fait de travers. J'ai fait toutes les erreurs. Je n'ai jamais eu l'intention d'écrire un mémoire. J'étais un master de fiction, ce qui est génial. J'inventais des histoires. Mais toutes mes histoires venaient des années 90. Les drag queens, le striptease, le travail du sexe. Et puis subitement, le corps de ma mère s'est imposé. Je ne pouvais plus sortir le corps de ma mère de mon esprit. Il occupait toute la place dans la pièce. Chaque fois que je commençais à écrire une histoire, ma mère était présente. Ma mère voulait être dans l'espace. Elle était là, ma mère mourante, avec ses tubes qui servaient à la nourrir. Alors j'ai dit à mon mentor, peut-être que c'est un recueil, je ne sais pas. J'ai commencé à écrire de la fiction, mais peut-être qu'au final j'écris un recueil de nouvelles basées sur mon expérience. Et puis, je me suis débarrassée de tout ça. J'ai jeté tout ça. Et puis j'ai commencé à écrire une histoire terrible, ce genre d'histoire que l'on écrit quand on pense simplement à des personnages. J'ai écrit aussi une histoire sur ma vie en Inde, l'Inde où j'ai vécu quand j'étais adolescente. Et j'ai écrit cette histoire qui est également une histoire vraie. Mais les corps de ma mère, le striptease et le travail du sexe ont toujours voulu être là. Il m'a donc fallu 2 ans et demi pour comprendre que oui, finalement, ça serait mes mémoires. Avec du recul, c'était juste un processus. Comme quelqu'un m'a dit, probablement l'un de mes professeurs, peut-être Richard Yates, l'auteur de Revolutionary Road, La fenêtre panoramique en français, il m'a dit « Tout le monde a en lui
une ou 2 histoires. Et vous allez les raconter toute votre vie. Et j'écris toujours sur le sujet de ma mère. Et j'écris toujours sur la mort. Et j'écris toujours sur le travail du sexe. Mais peut-être à chaque fois de manière différente et en triturant le réel. Mais comme l'a dit mon professeur, chaque écrivain possède 2 histoires qu'il raconte toute sa vie. Donc vous avez fait le premier pas, écrit vos premières mémoires. Je me disais, parce que hier je vous ai entendu dire cela, que, je cite, vous vous autorisiez à écrire de la merde. Garbage. À ne pas avoir peur de mal faire, d'écrire des bêtises, des clichés. Et pour faire le tri dans tout cela, une chose importante pour vous, c'est que cela vous fasse pleurer. Donc vous tenez beaucoup à l'émotion, à ce que l'on ressent en lisant ? D'abord sur la première chose que vous avez dite, s'autoriser à écrire de la merde, des bêtises. Ce que je voulais mettre en avant, c'est la permission, le fait de s'autoriser à faire les choses. Et je pense que c'est important. Une chose que j'ai remarquée chez les nouveaux écrivains, c'est qu'ils doivent toujours commencer par tuer l'écrivain en eux. On pense que doit être cette voix d'écrivain avec cette image parfaite, l'écrivain idéal. On doit viser haut, non ? On est là-haut, tout est parfait, les phrases sont excellentes, l'écriture est parfaite. Et c'est terriblement ennuyeux. C'est de la merde. Je pense à Anne Frank. Le début de son livre, c'est « J'espère que tu seras mon ami. Je vais te dire un secret. S'il te plaît, écoute. S'il te plaît, écoute-moi. Je vais te dire un secret. S'il te plaît, j'espère que tu seras mon ami. » Et le lecteur est juste là, à quelques centimètres, et il nous fait ses confessions. Les meilleurs professeurs que j'ai eus m'ont toujours dit « Ne gaspillez pas le temps des autres. Racontez l'histoire comme si vous étiez sur votre lit de mort. Dévoilez le secret, ne gaspillez le temps de personne. Et vous avez la permission. Donnez-vous la permission de le faire mal. Et vous pourrez revenir en arrière plus tard. Et donc moi, c'est juste ça. La permission d'écrire de la merde. C'est ce que je veux dire par là. Un bref entracte, j'ai oublié de donner le titre de votre livre. En anglais, c'est Spent. Et pour la version française, c'est consumé au féminin, bien sûr. Oui, être mangé, être consommé, oui, tout à fait. Être ravagé, brûlé. C'est un beau titre, court, mais qui exprime beaucoup de nuances différentes. Ah, merci. J'ai un magnifique traducteur, hein. Michael. Oui, Michael Bellano. And the publisher, Tusitala, they're so wonderful. I've never been better taken care of. Go with the indie publisher. Oui, et mon éditeur Tusitala, ils sont si merveilleux. On ne s'est jamais autant occupé de moi. N'hésitez pas à travailler avec des éditeurs indépendants. Hein. Ce sont des super moments. Écoutez ce conseil, travaillez avec des éditeurs indépendants. J'ai lu quelque part que vous avez été comparé, ou peut-être vos livres l'ont-ils été, à une Simone de Beauvoir version X. J'adore. Et à une Marguerite Duras sous speed, sous méthamphétamine, sous meth, comme on dit. Alors bien sûr, en tant que Français, j'étais genre, waouh, pas mal, Simone de Beauvoir et Marguerite Duras. Ce sont 2 femmes puissantes, peut-être les 2 femmes les plus puissantes du XXe siècle, 2 icônes de la littérature. Que pensez-vous de cela? I'm incredibly flattered. I think that to be compared with these incredible sensuous feminists. Je suis incroyablement flattée, bien sûr, d'être comparée à ces féministes incroyables et sensuelles. Je viens d'une longue lignée de féministes puissantes et féroces, et je suis vraiment flattée d'être comparée à elles. La sensualité, le féminisme intersectionnel, ce sont des choses qui signifient beaucoup pour moi. La critique littéraire féministe française a beaucoup d'importance pour moi. J'ai été nourrie à la cuillère, biberonnée par les écrits de Marguerite Duras, Monique Wittig, Hélène Sixtus, Jeannette Winterson, Sandra Cisneros, Alice Walker et tant d'autres. Et tant d'autres qui me sortent de l'esprit parce que j'essaye trop fort de m'en rappeler. Je suis en train de lire Virginie Despentes et on m'a dit que mon livre faisait penser à elle. Je faillis mourir sur place. J'étais tellement flattée. Mais oui, je pense que nous devons revisiter nos textes féministes et en garder la trace. Et je suis vraiment flattée. J'aimerais maintenant parler un peu de la partie travail du sexe qui est au cœur de vos mémoires et de la création de votre syndicat. Pouvez-vous nous expliquer, à nous et à nos éditeurs, cette merveilleuse histoire? C'est une histoire très importante. Vous voulez connaître le passé et le présent ou juste le passé? Le passé et le présent. Okay, so
En 1996, j'ai commencé à travailler dans un peep show, un club de striptease où je finissais totalement nue, appelé The Lusty Lady, à North Beach, à San Francisco. J'étais en voie d'abstinence. J'avais arrêté le speed, la meth. Je devais de l'argent à tout le monde et j'avais besoin de me remettre à la danse. Mais je ne voulais pas retourner dans le club de lap dance où beaucoup de drogues circulent en permanence. Alors je pensais que je devrais peut-être aller dans cet endroit, dans un environnement un peu plus privilégié. Un endroit, disons, de classe moyenne pour les travailleurs du sexe, parce que cela se passe derrière une vitre et que vous touchez un salaire régulier. Ceux qui ont le privilège de pouvoir toucher un salaire y vont. Moi, j'étais pauvre et je me rendais donc aussi dans des clubs de lap dance plus tard pour compléter mes revenus. Mais j'étais sur la voie de la sobriété. Je voulais rester loin des drogues, alors je suis allée travailler dans ce club. Et très vite, les clients ont commencé à porter des caméras et nous filmer sans notre consentement. En outre, les danseuses noires avaient moins de créneaux et on ne leur donnait pas les horaires souhaités. Il y avait beaucoup de body shaming, des critiques sur nos corps. On m'a dit que j'étais trop grosse pour travailler là, mais que je bougeais bien. On m'a donné moins de créneaux au début et quand j'ai perdu un peu de poids, on en m'a donné plus. Des choses comme ça. Et toutes ces petites règles, genre si vous aviez une minute de retard, vous n'étiez pas payé. Et bien sûr, les femmes de couleur et les femmes plus âgées avaient moins de travail. Il y avait beaucoup de micro-agressions ou ce que nous appelons la discrimination. Nous voulions donc nous débarrasser des caméras. Nous avons commencé à afficher des posters avec un appareil photo barré par une grande ligne. La direction les a enlevés, les a arrachés. Alors nous avons commencé à quitter la scène et à organiser un piquet de grève à l'extérieur. Nous nous sommes mobilisés. Ces femmes féroces, dont l'une avait tout juste 19 ans à l'époque, ont commencé à quitter la scène. J'ai fait de même parce que c'était la bonne chose à faire. Le courage est contagieux. Pas question de discuter. Nous marchons hors de la scène maintenant. Ok, on y va, pas de discussion possible. Alors ils ont essayé de virer une danseuse qui était mère célibataire. Il y avait aussi beaucoup de femmes et des danseuses homosexuelles qui n'en parlaient pas à leur partenaire ou à leur mari. Elles avaient des enfants, donc être filmées pour elles, c'était très risqué. L'anonymat a disparu de toute façon, c'est vrai, mais c'était très risqué. Et quand vous êtes totalement nu, c'est vraiment envahissant, agressif d'être filmé en son insu. C'était donc la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est bon, ça suffit, partons d'ici. Et on s'est mobilisés. Et je me demande parfois pourquoi nous acceptons autant de choses. Pourquoi nous avons une telle déférence envers l'autorité? Pourquoi tant de conformité? Enfin, c'est un autre sujet, je suppose, mais c'est aussi très ancré dans le travail. Bref, on a débraillé et on s'est syndiqué. Ça a pris 2 ans. Nous avons combattu et gagné notre guerre du travail. Nous avons rejoint une branche locale de l'un des plus grands syndicats, le SEIU, Service Employee International Union. Et détrompez-vous, les gens croient qu'ils voulaient de nous, mais ils ne voulaient pas de nous. C'est juste que nous ne leur avons pas laissé le choix. Nous utilisions leur bureau pour photocopier nos prospectus, et pour nous, non, c'était pas une réponse. 27 ans plus tard, je fondais un groupe appelé Strippers United. Lorsque l'AB5, Assembly Bill No. 5, cette toute petite partie du code de travail a été modifiée en Californie. Et sans vouloir être trop technique, c'est juste une partie du code du travail. Pensez au code du travail comme une pizza. Cette petite partie du code du travail n'est qu'une tranche de la pizza. Mais elle la complète entièrement. Elle la maintient ensemble. Et il dit que les danseurs sont des employés, ce qui signifie qu'ils peuvent se syndiquer. Ça veut dire que les danseuses et les danseurs sont reconnus par le National Labor Relations Board au niveau fédéral, une agence fédérale indépendante sur le monde du travail. C'est tout ce que ça veut dire. Mais la propagande s'est mise en route, comme celle du Kremlin ou de Poutine, comme toutes ces machines de propagande criminelles destructrices. Et les propriétaires des clubs ont expliqué, ont fait croire que cette petite part de pizza était terrible pour les danseuses, qu'elle allait rendre la vie des danseuses misérable, en les extorquant davantage et en leur faisant payer des frais sur leur propre salaire. Voler leur salaire, vous forcer à travailler, vous faire payer pour travailler. Ils ont créé des frais divers, weird fees. Ils le faisaient déjà depuis 29 ans, mais maintenant ils utilisaient le code du travail. C'est très insidieux, la propagande, la déformation et l'altération de quelque chose de bon pour faire quelque chose de mauvais. Et en fait, promulguer des politiques sur le lieu du travail qui rendent votre vie plus merdique. Donc, ça détourne les danseurs de la possibilité de se syndiquer. La lutte est donc très difficile. Mais ils se syndiquent quand même. Les Star Garden Dancers, à North Hollywood, se sont syndiqués. Les travailleuses du sexe
ces syndics à nouveau. Et avec mon organisation, Strippers United, nous avons des réunions de connaissance de vos droits, d'informations juridiques, et nous parlons de ces choses. Il y a beaucoup d'émotions et c'est très dur. Nous sommes un groupe traumatisé. Mon histoire d'activisme à travers ACT UP et les droits des homosexuels m'aide. J'ai fait partie de plusieurs groupes contre la violence domestique. Je manifeste dans les rues depuis 1992. Je travaillais dans le premier sex club lesbien comme videuse en 1992. J'ai étudié la pensée féministe noire en 1992 au Mills College et j'ai toujours été une manifestante. Et j'ai toujours su que ça marchait. Et vous ne pourrez jamais vraiment me convaincre de dire le contraire, je suis désolée. Poster quelque chose sur Instagram, je pense que c'est créatif, c'est très important, mais c'est tout autre chose d'être dans les rues et de prendre des risques et de mettre son corps en jeu. Je pense que les manifestations Black Lives Matter ont vraiment montré que nous pouvons le faire et que ça marche toujours et que ça a un effet et que ça apporte des changements significatifs. Il est extrêmement difficile et important pour les travailleurs du sexe de descendre dans la rue, de se rassembler, de travailler ensemble, de construire des alliances, de guérir leur propre traumatisme, de prendre en charge leur santé mentale, de raconter leurs histoires et de se rassembler. Il y a beaucoup de turbulences, parce que les travailleurs et travailleuses du sexe existent à l'intersection de tant de types d'oppressions différentes, en particulier les travailleuses du sexe de couleur. Et le fait d'avoir été exploitées pendant si longtemps et que cela se soit normalisé est si traumatisant. Et l'activisme peut faire vraiment peur. Donc il est très important de donner plus de pouvoir aux travailleurs. Et cela prend beaucoup de temps. Donc j'ai créé Strippers United en 2018. Et il a fallu 1 an et demi pour que des stripteaseuses viennent à mes réunions. Des travailleuses du sexe de toutes sortes venaient, mais pas les stripteaseuses. Nous avons organisé une marche pour la Journée internationale des prostituées et c'est ainsi que j'ai rencontré la communauté des travailleurs du sexe. Nous avons commencé à nous rencontrer, à discuter, à soutenir nos pétitions respectives, à adopter des lois et à travailler avec d'autres groupes. Et c'est ce qui se passe actuellement, mais c'est lent et c'est difficile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Et cela prend du temps. Donc oui, le mot travailleur du sexe, j'apprécie vraiment que vous l'utilisiez parce qu'il est vraiment important de nous reconnaître en tant que mouvement syndical. Vous nous avez raconté en détail l'histoire de la création du syndicat, je vous en remercie. Et peut-être que le livre donne une voix aux femmes travailleuses du sexe. Eh bien écoutez, les voix sont toujours là. Je n'ai donné de voix à personne. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas qu'il faille donner une voix à qui que ce soit. Tout le monde a une voix. Nous devons juste les écouter. Nous devons écouter. Comme avec le California Labor Board. Je me souviens de ces nombreuses conversations que j'ai eues avec différentes organisations, et l'une d'elles était la Fédération de Californie. Ce sont des amis de Strippers United. Mais ils m'ont demandé, où sont les travailleuses du sexe? Où sont les stripteaseuses? Pourquoi la question n'est-elle pas plus publique? Pourquoi on ne parle pas de vous? Précisément, je vous pose la même question. On crie, nous avons crié. Pourquoi n'écoutez-vous pas? Donc les voix sont là. Elles ont besoin d'un micro. Les voix ont besoin d'être écoutées. Nous devons demander aux travailleurs du sexe ce qu'ils veulent et comment ils peuvent être soutenus. Donc vous ne leur donnez pas la voix, vous amplifiez leur voix. Oui, exactement. Nous amplifions ces voix. Comme ce que vous faites en ce moment, vous amplifiez la voix d'une travailleuse du sexe. Oui, c'est exact. Yeah, and I am unusual, and I know that. I'm unusual. Et je suis inhabituelle. Et je le sais, je suis un cas inhabituel parce que je suis privilégiée. C'est-à-dire, je suis blanche, j'ai quelques privilèges, je suis cis, mais je suis queer, je suis lesbienne, bi, pan, bisexual, pansexual, peu importe. J'ai des multiples identités et j'ai 51 ans, et donc c'est inhabituel. Je suis une travailleuse du sexe chevronnée et je suis aussi très instruite. Je ne viens pas de la pauvreté, mais je me débrouille seule depuis l'âge de 15 ans. Je suis donc étrange. Et j'ai été arrêtée pour prostitution, donc j'ai cette histoire aussi. Et je suis une étrange combinaison des choses et je marche dans la nuit. Ce qui vous intéresse, c'est ce qui manque dans nos vies. C'est ce que vous avez dit lors d'un autre interview que j'avais écouté sur le net. Et j'aime ce point justement dans votre écriture, c'est de comprendre pourquoi le travail du sexe existe d'une certaine manière. Parce qu'il y aurait quelque chose qui manque dans les relations entre les gens, dans leur connexion. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce sujet? Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous voulez dire.
Vous parlez d'un manque pour moi ou d'un manque pour mes clients? Ah, pour vos clients, je suppose. Well, it's the oldest profession, as you know. And I think there is Alors, c'est la profession la plus ancienne du monde, comme vous le savez, et je pense que nous sommes condamnés à une solitude terminale. Mais c'est aussi plus lourd que ça. Je pense qu'il manque une pièce pour pouvoir exprimer ses désirs, ses véritables désirs à son partenaire et aux membres de sa famille. Tout comme le fait de vouloir plus d'amour dans sa famille, de vouloir être étreint et écouté, et d'avoir la permission de demander ces choses. Je pense que ça manque. Je pense que l'affection est importante. Je pense que l'affection venant d'un inconnu est importante. Je pense que le fait de se connecter et de parler réellement à d'autres êtres humains, d'être ensemble, de se rapprocher d'eux est vraiment important. Et je pense aussi que c'est normal de vouloir se connecter avec une belle étrangère. Et c'est un élément qui manque et qui est stigmatisé. Alors que cela devrait être une chose tout à fait acceptable de pouvoir avoir ça dans sa vie. C'est juste un petit morceau de joie, de bénéficier d'une tendresse qui n'est pas celle de votre famille immédiate, d'être pris dans les bras de quelqu'un, de ressentir ce lien profondément humain. Ça me fait penser à cette histoire. Toutes mes meilleures histoires de striptease ont eu lieu dans les équipes de jour. J'ai l'impression que le personnage le plus étrange et le plus particulier entre dans le club de striptease pendant la journée pour une raison quelconque. Et cet homme âgé, mon public est composé d'hommes plus âgés, il devait avoir entre 60 et 70 ans, il voulait que le DJ joue Frank Sinatra. Personne ne joue Frank Sinatra. On joue Cardi B, on joue Prince, on ne joue pas Frank Sinatra. Mais le DJ, il l'a fait pour moi. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux juste jouer Frank Sinatra, s'il te plaît? Le vieil homme devait avoir plus de 75 ans. Je l'ai pris dans mes bras et on a dansé sur une chanson de Frank Sinatra. Et c'était très émouvant, parce qu'il voulait juste me payer pour danser dans un club où tout est rouge, magnifique, entouré de femmes sexy, et danser sur Frank Sinatra. Alors vivre ça, vouloir ça, être capable de faire ça, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Rien. J'aimerais aussi que les femmes soient encouragées au lieu d'être terrorisées, qu'on puisse exprimer nos désirs. Quand vous demandez aux femmes ce qu'elles veulent, souvent, nous ne le savons pas, parce que, on ne nous l'a jamais demandé. Mais à quoi ressemblerait un club de striptease pour les femmes? Bien sûr, nous avons les Chippendales, mais je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. À quoi ressemblerait une expérience vraiment cool, comme celle que j'ai décrite, mais pour une femme? Pour la femme d'aujourd'hui, pour une personne non-binaire et une personne homosexuelle, à quoi cela ressemblerait-il? J'espère qu'un jour, nous aurons une réponse à cette question. Et ce sera notre conclusion pour aujourd'hui. Merci Antonia Crane. I hope that everybody can have a little moment of joy by reading your books. The title in French is Consumé. In English it's Spent. Thank you, Antonia Crane. Thank you so much, Francois. It's been such a pleasure today. Thank you. Take care. Have fun. Bonjour Antonia Crane. Bonjour. Je suis très content de vous rencontrer dans le cadre du Festival America à Vincennes. And now we'll turn immediately to English. So I'm very happy to welcome you to this podcast. We are in Vincennes for the Festival America. We are. It's beautiful here today. I will introduce you very briefly for our listeners. Fantastic. So you're a writer, you're a dancer, you're a book coach, you're a stripper, you're a sex worker. And I insist on this word because I know that sex worker is for you is an important word that you want it to be recognized, heard, written. Yes. So yes, I will say it many times during this. I appreciate this interview. that. Thank you. And we meet because, of course, you wrote a book, a memoir. So it's interesting too because it's not autobiography, it's more memoir, more about feelings, more about the first part of your life and your emotions, and you have to transmit a message to your readers. It is. That's interesting. You're distinguishing between autobiography and memoir. I think in America they're one and the same. I think an autobiography, when I think of it, I think of someone else writing it about a person. But when we're writing about our own lives, I also think that it's impossible to write a memoir because our lives are always changing and our perspective is always changing. So when I'm teaching memoir, I taught at UCLA Extension in the writing program for, I think, 7.5 years. And now I'm in a PhD program for writing. But I've taught for a long time, and I also taught incarcerated teenage girls and at-risk youth. And I always say,
writing a memoir is impossible because you are different than you were yesterday. You're different than you were 5 years ago, and you're going to be different in 2 years how you think about your life of something that happened 7 years ago. So it's sort of impossible, but guess what? People do impossible things every day. So we're just going to try. We're going to do something impossible. So let's just try. So the word to write an essay means to try, to attempt. So I think of memoir also as an attempt to try and be of service to the truth of our lives, of my life. So that's what my memoir is. It's an attempt. So maybe you could write many memoirs, many different with different For angles. Sure. Yeah, I mean, I could write. My memoir spent was a specific container of time, and so I could have written like 5 other memoirs about totally different times in my life because I'm older than I look. So I've lived many lives. One thing you said yesterday, because I attended to one of your debates here in the during the festival, is that there is nothing easy about writing, and I thought that was very interesting. So what's so difficult? Yeah, well, I mean, work is difficult. Running is difficult. Going to the gym is difficult. Anything worthwhile is difficult. Any art form is difficult. And I think when I'm very about my writing, I need for it to feel like something I can approach. So like I'm a chop wood, carry water writer. And what that means is like brushing my teeth, I write. Like chopping wood, carrying water, heating up water, making coffee, shaving, writing. So is writing. So for me, like I write so that I can run. I write so that I can go on with my day. And I need for it to be like an everyday thing. Even if it's just a paragraph, I need for it to feel approachable. Or else it becomes very heavy. Like when you don't make a phone call that you need to make, that you haven't made, and a day goes by, and then a week goes by, and then 6 months go by. Pretty soon the phone is so heavy, it's like as heavy as a car, and you can no longer make the call. Writing, I need for it to be every day. Something that I fall into the arms of writing, even if it's like bedtime and I'm like, oh, I didn't write. Okay, I'm going to fall into the arms of writing and just write a couple sentences. Now, I say that. This festival has been a marathon, running. So I have not written, but I'm thinking about it. I'm thinking about writing, and I know that I'm ready to write a few sentences today, and I'm going to like commit to do that. And it's recommitting to it every day, like a marriage. Like a marriage is falling in love every day. Writing is also falling in love every day. When you are writing, do you need a routine? Like, is it's in a special place or? I'm very routine. Yeah, but I think that's important for a writer, no? I think that some people, when they think about me, the thing they commented on is, "Oh, you have this wild life, or you have this adventurous life," and I'm actually a pretty boring person as far as my routine. I have a certain ritual and routine that I really love and need, and it involves exercise, running, connecting with nature, doing my just exercises to move my hips. And as a dancer for 29 years, I'm stiff. So I need to do my exercises, get my body moving so that I can think and metabolize what I'm thinking about, and then I need to run. I need to run to create a space to metabolize things that I'm thinking about. And it doesn't matter if I'm listening to a podcast about writing or about something else, politics, music. I'm still, in my mind, I'm still working through the thing. I'm working through the problem, and I'm not even totally conscious of it. And that's part of my writing routine. I love this routine because, you know, there's an old cliché, 20th century French cliché about writers, you know, their routine is like smoking cigarettes and drinking coffee. That's their only exercise. But yeah, well, I'm a dancer. Yours is and running. I think that's interesting because today a lot of writers say they need to walk or they think better when walking. But yes. You're running. It's even faster. Well, the running started. I've been a dancer since I was 3. Downhill snow skiing 3. So my body and movement and thinking and being embodied and remaining in my body and needing to move in order to think is very much a part of my upbringing. It's part of my life. I can't help it.
So I feel very depressed when I'm not, when it's a day of not running, I feel a little bit down. But you know what, that's also good for my writing sometimes. Sometimes the downtime, take a day off, even though I hate days off. It's okay. Like if I feel a little low, I can still use that in my writing. Yeah, different energy. It's different energy, and you know, novelty is really important for a writer to have like a change in one's routine and one's visual stimulus. I think that's really important too. But what we were saying about running, so I started running in 2004. I've been running almost every day since, and the reason why 2004 is because my mother was diagnosed with a very rare cancer. A cancer that is like being struck by lightning. Okay. So it's very rare, and like she was struck. It was like she was struck with cancer, and then went into remission, like 2 or 3 times. It goes away, it comes back. It goes away and comes back. And I was so angry and helpless, and I didn't know how to feel, how to metabolize those feelings. I also had a desk job for 2.5 years during that time, and I was just writing, and that's how I got into my master's program, is the desk job. I was actually working at an entertainment law firm when the Michael Jackson trial was going on. Okay. In that same building. Michael Jackson's, the pedophile trial was going on in the same building. Okay. Yeah, so I worked at a famous entertainment law firm. I was a receptionist, so I was writing fiction, and my mother had cancer, and I was so angry, and I was so enraged. And running is the only thing that helped. Because you feel out of control. Because when you feel out of control, and I think it speaks to how people have been feeling during the pandemic, before, during, and after the pandemic, like the rage and the losses and the divisiveness and the isolation. I ran every day during the pandemic, and it does help. It helps metabolize unfathomable rage, unfathomable loss, and a feeling of helplessness. And it also helps me kind of process it and be able to write. So it is very much embedded in part of my writing. One important routine thing. Yeah, it's a very important thing. Kind of like drinking coffee. Of course. You just told me that you started dancing at the age of 3. Yes, dancing at the age of 3, yes. When have you started writing? I started writing, I remember I went to private Catholic school for the first 7 years of my life. 7 grades, we call it. And I remember I was in the 3rd grade, and I think I'm like one of the youngest in my class. I was like 8 or 9. And we had to write a list of what we wanted to be when we grew up. And number 1 was dancer, number 2 was singer, number 3 was writer. I couldn't decide. And I've been a dancer my whole life, a singer my whole life, and now a writer. And the writer was 3rd. I think a part of me when I was 9 years old knew it seemed impossible and hard, and it is impossible and hard. So I started writing poetry and just I always kept a journal. I have like so many journals, and I always wrote and kept journals of just thoughts, colors, names I like, what I call glimmers, things that hold a vibration that you notice that have a resonance in your day, that consciousness. And I call it spatial intelligence. A dancer I think we walk through the world differently, dancers, just like a person with asthma who struggles with their breath walks through the world differently, or someone who is diabetic walks through the world differently, or someone with a neurodivergent issue walks through the world differently. I think dancers walk through the world differently, and I call it just a different sort of spatial intelligence. Not that I'm better than anyone else, but I just think like a dancer. You had a lot of materials when you decided to write your book, like your memoir, like to publish a book. Like, did you search in this material, or have you started from fresh, like to write your memoir? I did everything wrong. I made every mistake. I never intended to write a memoir. I was in master's program for fiction, which is making up stories. But all of my stories came from the 90s, drag queens, stripping, sex work, and then my mother's body. I couldn't get my mother's body out of my mind. It was just
taking up space in the room. Every time I started to write a story, my mother was in this room, in this space. My mother wanted to be in the space. She was just my mother dying, the feeding tubes. So I told my advisor, maybe it's a collection, I don't know. So I started writing fiction, and then I started, maybe it's a collection of short stories based on truth. And then I chucked that, threw that out, and then I had another terrible, just basic story that one writes when one is just thinking of characters. Oh, and I wrote a story about living in India, which I lived as a teenager in India, and I wrote that story, which is also true. But my mother's body and stripping and sex work always wanted to be there. So it took me like 2.5 years to get to the point where, okay, it's a memoir. So it was just a process. Like, someone told me that, probably one of my professors, that there's like, maybe it's Richard Yates, Revolutionary Road. He said that you have like 1 or 2 stories. You're going to be telling them your whole life. And I'm always writing about my mother. And I'm always writing about death. And I'm always writing about sex work. So, but maybe writing them in different ways and massaging that material. But he said that every writer has like 2 stories they tell their whole life. So you've done the first one. Exactly. The first maybe chapter. I have more if I'm lucky, I don't know. I was thinking, because yesterday I heard you say that you allow yourself to write garbage, like cliché. Allow yourself to write garbage, yeah. You sort out all of this. And one thing important was that it makes you cry. Oh, so yeah. You focus on the emotion a lot. Yes, so the first thing you said was allow yourself to write garbage. And for me, what I was talking about is permission. So I think it's important. One thing that I noticed that new writers do is they always you have to kill the writer. So you think you have to be this writerly voice with this writerly... This perfect image of you. Perfect image of what a writer sounds like. And it's way up here, right? It's up here and it's perfect and the sentences are excellent and the crafts, boring. It's garbage. I think about Anne Frank. And the beginning of Anne Frank is... I hope you will be my friend. I'm going to tell you a secret. Please listen. Please listen to me. I want to tell you a secret. Please, I hope you'll be my friend. And the reader is right there, like 2 inches away, and she's telling her deathbed story. And the best teachers I've had are just like, don't waste anybody's time. Tell your deathbed story. Tell the secret. Don't waste anybody's time. Right away. And you have permission, give yourself permission to do it badly. And then you can go back later. And so for me, it's just permission to write garbage. That's what I mean by that. A brief intermission. I forgot to tell the title. My book is called Spent. In English, it's Spent, and the French version is Consumé. Very, very beautiful. To be eaten, to eat, to be consumed, exactly. To consume, to burn, to be ravaged, to burn. Yeah. Beautiful title. Thank you. I have a great translator, Michael. Yes, Michael Bellano. Yes, and the publisher Tusitala. They're so wonderful. I've never been better taken care of. Go with the indie publisher. Great. Every time. Listen to this advice. I've read somewhere that you've been compared, or maybe your books, to X-rated Simone de Beauvoir. I love that. And so flattering. Marguerite Duras on meth. So, of course, as a French person, I was like, wow, not bad. Simone de Beauvoir and Marguerite Duras, they are 2 iconic, literary, powerful women of the 20th century. What do you think about that, like Simone de Beauvoir and Marguerite Duras? I'm incredibly flattered. I think that to be compared with these incredible, sensuous feminists, I come from a long line of powerful, ferocious feminists, and I'm really flattered to be compared to them. Sensuality, intersectional feminism, these are things that mean a lot to me. French feminist literary criticism means a lot to me. I was spoon-fed on, of course, Marguerite Duras, Wittig, Monique Wittig, Sixou, Jeanette Winterson, Sandra Cisneros, Alice Walker, so many.
feminists that are, of course, leaving my mind because I'm trying hard to grab onto them. And now I'm reading Virginie Despentes. Virginie Despentes. And I was told that I was reminded of her, and I just almost died on the spot. I was so flattered. But yeah, I mean, I think we need to revisit our feminist texts and keep the pulse alive, and I'm really flattered by that. No, I'd like to speak a little bit about like the sex work part of your book, like and the creation of your union. So can you explain to our listeners all this wonderful story? It's a really important story. You want to know the past and the present, or just the past? Oh, the past and the present, yes. Right? Okay, so in 1996, I started working at a peep show, a nude peep show called The Lusty Lady in North Beach in San Francisco. I was just getting sober. I was getting off meth, and I owed everybody money. And I needed to get back to dancing, but I didn't want to go back into the lap dancing clubs where there's a lot of drugs being passed around at all times. So I thought I should maybe go to this place where it's kind of more of a privileged middle-class sex work environment because it's behind glass and you wait for a paycheck. So those that have the privilege to be able to wait for a paycheck go there. I was poor, and so I would go to the lap dancing clubs also later to supplement my income, but I was like, I'm getting sober, I want to like stay away from the drugs, so I'm going to go here. And right away, people were bringing cameras in and filming us without our consent. Also, black women dancers had fewer shifts, and they didn't have the desirable shifts. There was a lot of body shaming. I was told that I was too fat to work there, and that I needed to, but I had the moves, and I was given less shifts at first, and when I lost weight a little bit, I was given more shifts, things like that. And these policies, if you were 1 minute late, you didn't get your raise. And of course, the women of color and older women were given less shifts. There was just a lot of like microaggressions, or what we just call it, discrimination. Okay. So we wanted to get rid of the cameras. So we started posting up pictures of a camera with a line crossed through. Management tore them off. And we started walking off stage. And we started picketing outside. We mobilized. And just these fierce women. One was 19 years old at the time, and she started walking off stage. I followed suit because it was just the right thing to do. Courage is contagious. And there was no question. Like that, oh, we're walking off stage now. Okay, let's go. No question. And then they tried to fire this single mom dancer. There was also like a lot of queer women and dancers who were not out about it to their partners or husbands. They had children. So being filmed was very risky back then. We didn't have that. Anonymity is gone anyway, but it felt risky, and it was risky. And when you're totally nude, I mean, that's really invasive. So that was the main, they say straw that broke the camel's back, meaning last straw, meaning like, okay, that's it, let's get out of here. So we mobilized. In French, we say la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Yeah. The drop of water that makes it yeah, exactly. overflow. So it's a drop in the pail. The pail became too heavy with water, and it spilled. You know, you can only take so much. And I wonder sometimes, like, why we take so much. Why the deference to authority is... Why so much compliance? You know, it's like... Anyway, that's another topic, I suppose. But it's also very embedded in, like, labor. Anyway, we walked out, and we unionized. It took 2 years. We fought and won our labor war. We joined a larger union, SEIU Local 790. I think one of the myths is people think that they wanted us. They didn't want us. We didn't take no for an answer. We were using their office to Xerox our flyers, and we just didn't take no for an answer. Cut to 27 years later, I founded a group called Strippers United when AB5, this little tiny part of a labor code, was changed in California. And without getting too technical, it's just a part of, there's a labor code, think of a labor code as a pizza. This labor code is just a slice of the pizza, but it makes it whole. Okay. It holds it together. And it means, like, listen,
dancers are employees, which means they can unionize. It means they're recognized by the National Labor Relations Board federally. That's all it means. But the propaganda, like the Kremlin, Putin, these destructive, criminal propaganda machines, they somehow, the club owners and the clubs made it sound like having that piece of the pizza holding it together was terrible for dancers and made the dancers' lives miserable by extorting them more and making them pay their own wages. Okay. Stealing their wages, taking it to a whole nother level, forcing you to work, charging you to work, calling it these weird fees. They've been doing it for 29 years, but now they're using this labor code. It's very insidious, the propaganda, the twisting and the warping of something good and making it something bad, and actually enacting policies on the shop floor that are making your life shittier. So it's turning dancers away from the possibility of unionizing. So it's been very difficult, but they're unionizing anyway. Star Garden dancers in North Hollywood are unionizing. And that's important. Like Yeah. That's why we begin with this word, like sex worker. Sex workers are unionizing worker. again, and my organization, Strippers United, we have Know Your Rights meetings, and we talk about these things, and it's very emotional and it's very tough. We are a traumatized group, kind of like my history of activism and ACT UP and queer rights, and I've been in several groups against domestic violence. I've been protesting in the streets since 1992. I worked at the first lesbian sex club as a bouncer in 1992. I studied Black feminist thought in 1992 in Mills College, and I've always been a protester, and I've always known that it works. And there's nothing you can really convince me to say otherwise. Like, I'm sorry, but uploading something on Instagram, I think it's creative and important, but it's different than being in the streets and taking that risk and putting your body on the line. And I think Black Lives Matter protests really showed that we can do it, and it still works and has an effect and makes significant changes. So sex workers taking to the streets and bonding together and coming together and working together and building these alliances and healing our own trauma and taking responsibility for our mental health and telling our stories and coming together is so extremely hard and so extremely important. And there's a lot of turbulences because sex workers exist at an intersection of so many different kinds of oppressions, particularly sex workers of color, and being exploited for so long and it being normalized is so traumatic, and protest is so scary that it's so important to build worker power, and it takes a lot of time. So I formed Strippers United in 2018. It took 1.5 years for any strippers to come to my meetings. It was all sex workers of all kinds, but not strippers. We had an International Whores Day March, and that's how I met the community of sex workers, and we began to meet and talk and support each other's petitions and pass laws and work with other groups. And so it's happening, but it's slow. It is slow and it is hard. It's not easy, or else everybody would be doing it, and it takes time. So yeah, the word sex worker, I really appreciate you using it because it is really important to recognize us as a labor movement. We're a labor movement. So yeah, in French we would say travailleurs et travailleuses du sexe. Travailleuses du sexe. Voilà. It's a sexy Sounds word, good, huh? yeah. Travailleuses du sexe. Exactly. It's great. So that was the union. That is the union, and maybe the book gives a voice to these women, queer women, sex workers. Well, listen, the voices are always there. I didn't give anybody a voice. I don't believe in that. I don't believe in giving anybody a voice. Everyone has a voice. It's that we have to listen. We have to listen. Like the California Labor Board. I remember I've had many conversations with many different organizations, and one of the ones was the California Federation. They're friends of Strippers United. But they said, where are sex workers? Where are strippers? Why aren't we
why isn't this more public? Why aren't you more public? I'm like, yeah, I'm asking you the same question. We're screaming. We've been screaming, why aren't you listening? So the voices are there. They need the microphone. The voices need to be listened to. We need to ask sex workers what they want and how they can be best supported. So you don't give them a voice, but it's an Amplify their voice, like yes, what you're doing right now. You're amplifying Exactly. one sex worker's voice. Yeah, exactly. Yeah, and I am unusual, and I know that. I'm unusual because I'm a privileged, meaning I'm white. I have some privileges. I'm cis, but I'm queer, and I'm lesbian, bi, pan, whatever. I'm many things, and I'm 51, so that's unusual. I'm a veteran sex worker. And I'm also highly educated. I don't come from poverty, but I've also been on my own since I was 15. So I'm strange. And I've been arrested for prostitution. So I have that story. So I'm a strange combination of things. That works. And I walk in the night. Oh, so just before we stop this interview, This has been such a pleasure. So fun. There's one last point I'd like to. My coffee's just kicking in. Ah, yeah, oh, perfect. You say what interests you is like what is missing in your lives, and I like this point in your writing. You say why sex work exists. Because there's something missing in the relationship, in the connections. Can you tell us more about it? I'm not sure I understand what you mean. Sorry. Missing for me or missing for my clients? For your clients, like. Okay, sure. What are why they need the sex work in a way? Well, it's the oldest profession, as you know, and I think there is like I think I've described like. That there's a terminal loneliness that exists, but I think it's heavier than that as well. I think that there is a missing piece of being able to express one's desires and true desires to their partner and to their family members, just like wanting more love in their family, wanting to be held and listened to, and having permission to be able to ask for those things, I think is missing. I think affectionate is important. I think affectionate from strangers is important. I think connecting and really talking to and being with and connecting to humans is really important. And I also think it's okay to want to connect with a beautiful stranger. And that is a missing component, and it's stigmatized, but I think that it should be a totally acceptable thing to want to have in one's life. And it's just a little piece of joy to participate in affection that's not your immediate family, to be hugged by someone and to have a human connection. It reminds me of this one day. All my best stories of stripping are day shift. I feel like I get the strangest, most idiosyncratic characters walk in strip clubs during the day for some reason. And this older man, that's my demographic, is older men, right? So he was somewhere probably late 60s, early 70s. And he wanted the DJ to play Frank Sinatra. No one plays Frank Sinatra. We play Cardi B. We play Prince. We don't play Frank Sinatra. Yeah, like more sexy kind of. Yeah. It was just like, and the DJ did it for me, and I was like, "Can you please just play Frank Sinatra?" And he was probably like closer to 75. And I was like, he was like, "I can't sit; it's too uncomfortable. Can we stand?" And I just held him, and we danced to a Frank Sinatra song. And I just held him, and like it was very moving. Because he just wanted to like pay me to dance in a red, beautiful club around sexy women and dance to Frank Sinatra. And it's like, to have that and want that, and to be able to do that, what's wrong with that? Nothing. I wish women were supported instead of terrorized, that we could express our desires. And like, you ask women what they want, and it's a lot of times like we don't know because we've just never been asked.
But like, what would a strip club look like for women? I mean, sure, we have Chippendales. But I think that's a question worth asking. Like, what would a really cool experience like that look like for today's woman? Or person, or non-binary person, or queer person? Like, what would that look like? And I hope we can continue to listen to see what gets created. That will be our conclusion for today. Thank you. I really can go on if you get me started. I know. I hope that everybody can have a little moment of joy by reading your books. The title so in French is Consumé. In English it's Spent. Thank you, Antonia Crane. Thank you so much, François. It's been such a pleasure today. Thank you. Take care. Have fun. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.